Bonjour, aujourd'hui je suis très heureux de recevoir Arnaud. Donc Arnaud, tu fais ta première apparition audio, on va dire, sur Liberté Académique en tant qu'intervenant. Tu es notre éditeur audio depuis le début, donc ça fait 40 épisodes quoi, désormais. Et donc je t'ai proposé d'intervenir dans ce nouveau format qu'on lance par cet épisode présent. Un nouveau format sur notre podcast qu'on va appeler Bibliographie ou Biblio. Et il s'agira de parler d'un livre que l'un ou l'autre d'entre nous aura lu et aura plus ou moins apprécié, voire pas tellement, voire peut-être même pas du tout dans certains cas. Enfin, ce sera vraiment le choix libre de celui qui est désigné pour choisir. Et on aura un volet en français où tu vas intervenir en alternance avec Peggy Sastré. Et puis on aura aussi un volet en anglais de ce nouveau format. Mais on commence par ce premier épisode, en tout cas sera en français. Donc c'est toi qui choisis le livre en premier, c'est toi qui te lances. Et aujourd'hui, donc tu as souhaité parler de ce livre de Loïc Fleury et Serge Schweitzer qui s'appelle Théorie de la révolte fiscale, enjeux et interprétation. Voilà, je te laisse compléter les informations sur ce livre, le sous-titre, la maison de publication, etc. Et puis tu peux aussi te lancer dans la présentation de l'ouvrage sur ta lancée si possible. Ok, bah écoute, donc c'est un livre qui a été édité aux presses universitaires d'Aix-Marseille. Donc tu as donné le titre, mais le sous-titre c'est « Ou pourquoi les révoltes fiscales n'aura pas lieu ». Donc les auteurs se risquent à faire une petite prédiction, mais quand même avec certaines réserves. Bon, c'est un petit livre. Hein. Bon, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il est constellé de coquilles. Aux presses universitaires, visiblement, ils ne relisent pas beaucoup. Alors, même aux presses universitaires de France, j'ai remarqué... Enfin, j'ai qu'un exemple, hein, donc on ne peut pas trop conclure, mais le livre de Bronner et G1, Le danger sociologique, il y avait quand même un certain nombre de coquilles, comme on dit, qui restaient, malheureusement. Ouais, bon, on pinaille, hein, mais... ouais, mais bon, ça fait partie du produit fini, hein, donc bon. Enfin bref, reprenons. Oui, alors, donc les auteurs, Serge Schweitzer et Loïc Fleury, sont des économistes. Serge Schweitzer est économiste à l'université d'Aix-Marseille et Loïc Fleury, actuellement, il me semble, doctorant en droit. Il était étudiant pendant la rédaction de l'ouvrage. Bon, pour en parler un peu plus du contenu, il comporte une préface, un avant-propos qui sont intéressants. Donc la préface, elle est de Pascal Salin, qui était, je pense, plus ou moins considéré comme l'économiste l'économiste français le plus influent aujourd'hui, ou du moins peut-être le plus connu. D'accord. C'est une des voix les plus importantes du libéralisme français aujourd'hui. Ok. Et l'avant-propos est d'un avocat, Jean-Philippe Lambert, qui est avocat à la Cour et accessoirement président de la Mayer Brown France. Donc, je vais maintenant un peu parler du propos du livre. Ouais. Donc, le propos central, c'est un petit peu de proposer une compréhension d'un phénomène qui a été observé par les économistes. C'est que la pression fiscale a considérablement augmenté en France. Mais d'un autre côté, les révoltes fiscales sont devenues extrêmement rares et beaucoup moins violentes qu'à une époque. Bon, on pourra peut-être parler des phénomènes qu'on connaît, du phénomène qu'on connaît aujourd'hui. C'est fortuit, quoi. Ouais, oui, c'est vrai que... Bon, comme je l'ai dit quelques fois déjà sur le podcast,
au moins une fois en audio quand j'avais fait ce discours d'antipolitique générale. Sur Liberté académique, on a fait le choix, enfin pour moi c'est une évidence même, de pas parler comme ça de manière... d'aucune manière vraiment que ce soit, finalement, de pas parler de l'actualité à chaud, puisque on essaie quand même de comprendre un peu, au moins de parler d'un maximum de domaines du savoir de manière, disons, rassérénée, ce qui est difficilement compatible avec le commentaire à chaud des actualités, mais il se trouve que là, tu avais choisi, ça fait un certain temps qu'on prévoit d'enregistrer ce premier épisode biblio, et tu avais choisi très rapidement de parler de ce bouquin, Théorie de la révolte fiscale, et il se trouve que il y a quelques mois, peut-être maintenant déjà, quelques semaines en tout cas, il y a eu l'arrivée, je sais pas, le démarrage de ce mouvement ou cette galaxie de mouvements qui est désigné sous le nom de gilet jaune, il faut quand même le dire, parce que depuis tout à l'heure on parle de manière cryptique depuis 2 minutes. Voilà. Donc peut-être qu'on aura l'occasion de dire des choses finalement pas complètement stupides là-dessus, mais il faudra voir. En tout cas, ce sera à toi à toi d'évaluer ça, quoi. Mais bon, je te laisse reprendre pour l'instant ta discussion, ta présentation générale, quoi, de l'ouvrage. Donc j'ai parlé de la baisse de la violence et de la fréquence des révoltes fiscales. Donc ce livre va un petit peu plus loin quand même que la présentation en fait de ce paradoxe qu'il appelle le paradoxe du masochiste. je reviendrai sur ce terme, on verra. Le bouquin passe en revue un petit peu le concept de fiscalité en tant que moyen des fins de l'État. C'est-à-dire que l'État se donne pour fin certaines choses. Aujourd'hui, l'État-providence, par exemple, se donne pour fin d'organiser un petit peu la vie des individus, et il lui faut évidemment les moyens de ces fins. Mmh. Donc ils vont interroger aussi la morale, qui est la morale sous-jacente. On va voir, il faut un lien assez fort avec la morale chrétienne, entre la morale chrétienne et la morale de l'impôt. C'est assez intéressant, mais là on va dire qu'il y a toute une partie du livre où ils sortent de l'analyse froide pour entrer un petit peu plus dans le champ normatif. Mmh. Mais c'est pas dénué d'intérêt non plus. En même temps, ce livre a un petit peu été écrit comme une lettre à destination du contribuable. C'est presque un pamphlet, même par certains passages, on est vraiment dans le pamphlet, mais dans d'autres, notamment justement dans cette analyse basée sur la théorie du choix public, c'est un petit peu plus technique. Mmh. Donc c'est un livre qui a un petit peu plusieurs personnalités, on va dire. D'accord. Il se décompose en gros en 2 parties. Et en plus une conclusion. Bon, la conclusion, elle est assez courte. Je ne sais pas si je vais vraiment en parler, mais en gros, dans la première partie, il y a une définition de la révolte qui est donnée, en particulier de la révolte fiscale. Les auteurs présentent les types de révolte fiscale et les stratégies qui sont en général choisies. Il y a ensuite une description de la dynamique entre les spoliateurs et les spoliés. Ouais. Cette partie décrit surtout un petit peu une recherche de compromis entre les spoliateurs et les spoliés. Le compromis, on va le voir, c'est un compromis qui essaye de limiter la violence. Mmh. La seconde partie, justement, elle est un petit peu plus technique. C'est dans cette partie-là qu'ils abordent l'explication justement du paradoxe. Dans cette partie-là, les auteurs exposent un petit peu la divergence qui existe entre les juristes et les économistes sur le statut de la révolte fiscale. Mmh. Bon voilà, après avoir présenté justement le paradoxe du masochiste, ils proposent un mécanisme pour l'expliquer. D'accord. Voilà. Ça, si j'ai bien compris, c'est leur propos que
t'as trouvé le plus intéressant. Oui. Donc on reviendra dans les grandes largeurs dessus, je pense. Enfin, c'est clair. Mais pour l'instant, peut-être que tu peux clarifier ce qu'ils entendent, les auteurs, par révolte fiscale. Ouais, je pense que c'est à peu près le seul terme pour l'instant que je vois à éclaircir. Ouais, donc pour expliquer, la révolte fiscale, bon, c'est une révolte, hein, mais qui a pour déclenchement je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais une douleur fiscale, c'est-à-dire une spoliation trop importante qui limite vraiment trop les individus dans leurs possibilités, dans leur liberté tout simplement, et qui, par son intensité et puis l'étendue des personnes qu'elle touche, cause une association spontanée des individus qui vont de fait se révolter contre le pouvoir. Alors ça peut être contre une monarchie, contre un État-providence, ça peut aussi être contre un tyran. Ouais. Voilà. Les auteurs sont un petit peu prudents dans la description, c'est que on ne peut pas catégoriser très facilement non plus une révolte, mais c'est toute une analyse qu'il faut faire, et ça les historiens et surtout les historiens des révoltes sont assez spécialistes de la chose, c'est qu'il faut regarder un petit peu les raisons ou les revendications avancées le plus souvent lors des révoltes pour essayer d'analyser un petit peu l'origine justement de ces révoltes. Certains historiens disent par exemple que la Révolution française a été une révolte fiscale. Il y avait des problèmes à l'époque, on sait qu'il y a eu des famines, donc avec des problèmes de récolte auxquels s'ajoutait un impôt qui était excessif, et ça a été un petit peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc voilà, en général, une révolte est multifactorielle, mais quelque part, la goutte d'eau qui peut faire déborder le vase est la fiscalité. Notons qu'à l'époque de la Révolution française, la fiscalité rapportée au PIB était d'à peu près de 10%. Et si on compare à la situation actuelle, où on est en moyenne, on va dire, 50% du PIB, on voit qu'aujourd'hui, la fiscalité est bien plus acceptée qu'à l'époque. On va justement revenir sur ce phénomène. C'est ce qu'ils appellent justement le paradoxe du masochiste. Donc, à une époque, 10% c'était intolérable. D'ailleurs, on peut aussi donner comme révolte fiscale l'exemple de la Révolution américaine, la Révolution d'indépendance, qui était une révolte fiscale. Pour le coup, cette révolte-là, c'est sans ambiguïté. Ouais, il y avait le fameux Tea Party de Boston, quoi. Tout à fait. Où c'était des taxes sur le thé qui avaient été, il me semble, oui. qui avaient causé la colère de certains habitants. Ok, ouais. Bah écoute, c'est à peu près clair maintenant. Enfin, je pense que c'est même clair maintenant. Ouais, est-ce que on parle tout de suite de ce paradoxe qu'ils appellent du masochisme et de l'explication qu'ils en donnent, ou est-ce qu'il y a d'autres choses que tu souhaiterais aborder avant? Je pense qu'il faudrait d'abord parler un petit peu des situations qui peuvent mener à des révoltes fiscales déjà, et puis tout simplement parler des acteurs des révoltes fiscales, parce que pour décrire un petit peu la dynamique et puis justement c'est les compromis entre les acteurs, je pense que c'est quand même bien de les définir. Ok, bah écoute, je t'écoute alors. J'avais oublié aussi, mais il y a toute une première partie dans le livre qui est une réflexion sur le statut moral de l'impôt. Je pense que c'est aussi nécessaire pour expliquer en quoi la révolte fiscale peut être légitime, sans quoi, quelque part, elle n'a aucun intérêt. On peut en parler maintenant. Enfin, quand c'est toi qui mènes la danse. Hein. Bon, d'accord, je vais parler de ça. Au tout début du livre, il y a deux citations que je trouve amusantes. Une de Proudhon et l'autre de Keynes. La première de Proudhon est « L'impôt, c'est le vol ». Et la seconde de Keynes, assez amusante quand on connaît un peu Keynes. Donc,
Éviter de payer des impôts est la seule recherche intellectuelle gratifiante. Donc, je vais développer un peu, mais Proudhon a été un fervent socialiste, en fait, dans la première partie de sa vie. Et cette phrase, l'impôt c'est le vol, on la retrouve souvent d'ailleurs chez les libéraux. Elle est vraiment elle est de Proudhon. Et en fait, ce qu'il décrit par là, l'impôt c'est le vol, c'est que l'impôt n'est pas perçu de façon volontaire, mais il est soutiré sous la menace de la violence. Concernant en fait la citation de Keynes, Ouais. Je rappelle que Keynes était un utilitariste et défenseur des politiques de dépenses publiques, donc financées par l'impôt. Et en fait, il reconnaît vraiment que personne ou presque n'aime payer l'impôt. Ouais. Et chacun essaiera de réduire autant que possible l'impôt pour sa propre personne. Donc on est un petit peu éloigné d'une vision du citoyen vertueux et de chaque individu allant vers l'intérêt général. C'est une vision qui me semble assez éloignée de la réalité. Donc chaque individu essaye de maximiser ses propres intérêts quelque part. Bon, ça se comprend aisément. L'être humain est un être vivant, n'est-ce pas ? Et de ce point de vue, un être vivant qui n'essaie pas de maximiser ses intérêts, ou du moins ses ressources, il risque un petit peu de perdre la course à l'évolution. Il y a quand même des gens qui disent qu'ils sont heureux de payer des impôts et qui disent même, pour certains, qu'ils souhaiteraient en payer davantage. Je ne vais pas citer de nom, mais je pense qu'on pense notamment à une personne en particulier, mais on ne va pas se lancer là-dedans. Non, tout à fait. Mais en fait, évidemment, il y a toujours des exceptions, mais ce qu'on peut remarquer avec les personnes qui se disent souvent heureuses et qui souhaitent payer plus d'impôts, c'est qu'elles obtiennent par ce fait un statut social qui sera avantageux pour elles. Donc c'est toujours... C'est la fameuse signalisation de la vertu. Exactement. Ok. Très bien. Donc, on peut essayer de parler un petit peu du statut moral de l'impôt. Ouais. Donc, comme je l'ai dit, les auteurs en fait justifient cette discussion par le fait que le paiement de l'impôt ne fait pas l'unanimité et que, en fait, sa qualification en spoliation ne dépend pas d'un seuil. Il n'y a pas de seuil à partir duquel l'impôt devient spoliation, puisque il est perçu sous la menace de la violence, voire par la violence. Donc, c'est vraiment dans sa définition, c'est une spoliation. Donc il présente ainsi la question de la moralité de l'impôt et le compare à un autre dilemme moral et utilitariste. Par exemple, il se demande s'il est moral que les hommes d'État envoient de force des enfants d'une nation à la guerre, pour ensuite en plus se réconcilier avec les autres nations. Ouais. Mais ils expliquent aussi que d'un point de vue utilitariste, ça peut être une nécessité si on convient que ce sera le prix à payer pour défendre justement un territoire, une population. Donc il résume un petit peu ça par la phrase « Une action, donc, peut être mauvaise par elle-même et en éthique, et pourtant nécessaire ». Donc là, il y a vraiment un dilemme moral. Moi, pour ceux qui connaissent, c'est un petit peu le dilemme du tramway. Est-ce qu'on tire le levier ou non ? Pour ce qui est de la moralité de l'impôt en elle-même, le débat est vraiment tranché. C'est s'emparer par la force des possessions et du fruit du travail d'une personne, c'est un vol. Donc, en lui-même, l'impôt est immoral. Mais on peut discuter de la finalité de l'impôt. Donc là, on peut discuter des fins de l'État et non plus des moyens. Donc ça revient à se demander si on peut employer le même argument qu'il donne pour justifier, entre guillemets, le sacrifice de soldats à la guerre par un calcul utilitariste ou conséquentialiste, on va dire en tout cas. C'est ça, exactement, oui. Qu'est-ce qu'ils disent alors là-dessus ? En fait, les auteurs ont un parti pris qui est quand même assez fort, on va dire. Et je pense c'est pas non plus le propos principal du livre, mais ils ont quand même quelques arguments assez intéressants. Donc, ils sont évidemment des arguments. Il y a d'un côté des arguments plutôt libéraux et d'autres arguments vraiment libertariens.
Est-ce qu'on, enfin, je sais pas si c'est, mais comme tu viens de faire la distinction, je pense Mhm. que c'est bien d'expliquer quand même. Pour résumer, les libéraux pensent, enfin les libéraux classiques du moins, parce que en fait les libertariens sont aussi des libéraux, mais quand je parle de libéraux, en général je parle des libéraux classiques, des auteurs classiques. Donc la plupart des auteurs classiques pensent que l'État est justifié pour certains monopoles, Mhm. comme qui est le monopole du régalien en fait. Ouais, ouais. Donc l'écriture du droit et le monopole de la violence légale. Mhm. De la violence légale dans un but, d'ailleurs, qui est le but de la justice. Ouais. C'est protéger les droits. Enfin, disons instituer ou faire reconnaître et protéger les droits des individus. Et bon, en général, c'est même pas n'importe quel droit, ce sont les droits naturels, donc Ouais. la liberté, la Hmm. propriété et le droit à la vie. Hmm. Je suis pas sûr qu'ils soient tous d'accord pour les appeler les droits naturels, mais en tout Oui, non, cas, non je le résume comme ça ouais. parce que bon, On pourrait je appeler suis. ça les droits négatifs, non? En général, Oui, ça marche oui, bien. oui, Parce que c'est vrai. c'est des droits à la non-interférence enfin, interférence, le mot est faible, mais disons, des droits à la non-interférence par autrui, y compris par le pouvoir public. À ne pas Oui, confondre avec les droits dans le langage, on va dire, enfin, dans la théorie politique, si on veut, plutôt social-démocrate, voire socialiste, où c'est des droits positifs, par exemple, le droit à je sais pas, telle aide sociale, par exemple. oui, oui. Mais ok, bon, euh, on va pas on dira pas trop plus, je pense. Donc ça, Bon. c'est les libéraux je crois qu'on a Donc, clarifié. oui. Alors le point de vue libertarien, il est un petit peu différent. Chez les libertariens, le principe fondamental, c'est la non-agression. Mhm, La seule violence légitime, c'est la violence qui répond à l'initiation de la violence. mhm, Donc la seule violence légitime est la légitime défense, en quelque sorte. Mais toutes mhm, les autres violences sont illégitimes. Et de ce fait, enfin de ce point de vue, l'État devient illégitime. mhm. Parce que pour conserver ces monopoles, évidemment, il utilise la violence. Et une violence qui est illégitime, puisqu'elle ne répond pas du point de vue d'un individu à une autre violence. Ouais. Elle vient avant, entre guillemets, bah, en tout cas, on comprend que si on accepte, enfin, ou si on considère la théorie euh, politique libérale, on comprend que effectivement, à partir du moment où on institue un État auquel on accorde le monopole de la violence légale, bon, on peut comprendre que cet État soit considéré comme brisant ce pacte de non-agression, même si les libéraux répondront que l'État est uniquement institué justement pour répondre aux occasions où ce pacte de non-agression lui-même est brisé. Euh, Peut-être que le débat est assez subtil, mais je connais pas On ne va pas rentrer dans les Voilà. détails, mais il y a quand même un débat assez houleux entre les libéraux que je qualifie de classiques et puis les Mhm. libertariens. Ouais. C'est assez intéressant parce que, Mhm. enfin bref, pour revenir à cette définition-là, Ouais, ouais. l'État serait légitime en fait si chaque individu était d'accord pour l'instituer. Pour les libertariens. Oui, pour les libertariens. À partir du moment où un seul individu n'est pas d'accord, Ouais. cet État devient illégitime. En fait, la liberté du point de vue des libertariens revient quelque part à un droit de veto. Dire non, je ne suis pas d'accord. Mhm. Ok. Je sais plus pourquoi on parle de ça. Pour les arguments en fait contre l'utilitarisme Ah oui. de l'institution de l'État et même plus généralement de l'État-providence. C'est même contre l'utilité. Enfin, c'est-à-dire que Oui. c'est pas un argument contre les arguments utilitaristes. C'est un argument, on va dire, qui se veut empirique, si je comprends bien. C'est-à-dire qui examine l'utilité qui est apportée par l'État qui prélève et qui redistribue, ou enfin Oui, qui organise, Ouais. qui agit tout simplement. D'accord. Et voilà. Et donc, que disent les auteurs sur ce point?
En général, les justifications qui sont données à l'intervention de l'État, ce sont les défaillances du marché. Mhm. Dans les défaillances du marché, on peut mettre plein de choses, et en plus, suivant les auteurs, c'est une notion qui est un peu controversée. Mais les défaillances du marché, ça peut être les crises, ça peut être ce que certains appellent les monopoles naturels, qui est aussi une notion qui est pas très bien définie, je pense, et enfin, qui est aussi controversée d'ailleurs. Ok. Bon, parmi les défaillances du marché, on peut même certains mettre aussi dans le lot les inégalités de revenus, l'inégalité d'accès aux soins, la capacité à se créer une retraite, etc. Donc l'État aurait pour rôle d'instituer la justice sociale, l'intérêt général par la production de biens publics, etc. Mhm. Plus généralement, d'ailleurs, je reviens à cette idée de défaillance du marché. C'est l'idée selon laquelle les hommes libres ne sont pas capables de garantir les mêmes revenus pour tous et de produire certains biens vitaux. Ouais. Bon, après, les auteurs passent assez rapidement sur la justice sociale. D'ailleurs, c'est un oxymore. D'un point de vue vraiment strictement sémantique, c'est un oxymore parce qu'on ne peut pas faire la justice par l'injustice. Et la justice ici, c'est de voler des individus, donc déshabiller Pierre pour habiller Paul. On ne peut pas faire la justice par l'injustice. Les auteurs rappellent aussi que l'égalitarisme redistributif tend à désinciter l'investissement et le travail, en diminuant, voire en supprimant la rémunération de l'effort ou de la prise de risque. Quand l'État prend une certaine partie du fruit de notre travail, c'est une désincitation à ce même travail. On se dit, quelque part, pourquoi travailler plus si on prend ce que je gagne. Et encore plus avec une fiscalité progressive. C'est-à-dire que plus on va mettre d'efforts à la tâche, et moins cet effort va être rémunérateur. Mhm. Bon, ici, en fait, c'est quelque part, on rappelle que la vision d'un être humain, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'un être humain vertueux et désintéressé a quand même ses limites. On a tous plus ou moins envie de voir nos efforts récompensés, quoi. Mhm. Donc, je vais passer au bien public. Ouais. Ici, les auteurs remettent un petit peu en question l'idée que l'État, via le processus démocratique, permettrait de financer des utilités collectives que l'on nomme intérêt général. Mhm. J'avais trouvé un passage que je trouvais très bien justement pour décrire ça. Je peux peut-être le citer. Bah ouais. Donc, cependant, objecteront les apologistes de l'impôt, postulons qu'une route ou un pont soit utile à tout le monde. Même si l'impôt est une violence, ce qui n'est guère contestable, il faut en extorquer pour construire cette route. Il faut donc se contraindre mutuellement par le biais d'un agent neutre, l'État, afin que tous participent à une œuvre utile pour tous. L'argument n'est pas sans force sur le plan de l'utilitarisme. Mais sur le plan éthique, l'antinomie demeure. Ce n'est pas parce que la coercition est exercée par certains contre d'autres, même pour le bien commun, qu'elle est purifiée par l'intérêt général et devient par ce biais morale. La coercition est toujours la coercition. D'autre part, quel mécanisme nous assure que les individus souhaitent bien ce pont, cette route ou ce TGV ? Par quel mystère les hommes de l'État savent-ils mieux déterminer le bien commun que l'expression de la libre disposition par un individu de l'affectation de ses revenus, dont on sait alors avec certitude qu'il a bien exprimé ses propres préférences en choisissant A plutôt que B, B plutôt que C. On connaît alors avec certitude l'échelle, l'intensité et l'ordre de ses préférences. C'est précisément parce que l'impôt est obligatoire sous peine de sanction que l'on ne saura jamais si la contribution de chacun correspond vraiment à ce qu'il était disposé à payer. Donc là, pour reprendre un petit peu ce que disait Frédéric Bastiat sur ce sujet, il y a ce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas. Donc ce que l'on voit ici, ça va être l'action de l'État. Oui. Et ce que l'on ne voit pas, ça va être ce que les individus auraient fait des moyens qu'on leur a soutirés.
souvent, on imagine que certaines choses ne seraient pas possibles sans l'État, alors qu'on n'en sait rien, étant donné qu'on prive les individus de l'opportunité de le faire, de l'exprimer par eux-mêmes. J'ai une analogie, c'est par exemple, la cohésion de la société ne serait pas possible sans une croyance commune, une religion commune. On pensait ça à une époque, mais on s'est aperçu que c'est pas tellement vrai. Donc là, il y a peut-être que les auteurs se trompent, peut-être pas, mais pour l'instant, on ne le sait pas. Il y a également un autre argument contre la création de ce qu'on appelle une utilité collective, donc contre l'agrégation des utilités individuelles en une utilité collective, c'est le théorème de la possibilité d'Arrow. Donc ça, c'est un théorème que j'ai découvert en lisant ce livre. C'est une extension du paradoxe de Condorcet qui permet de montrer qu'il est impossible de construire une fonction d'utilité collective qui représente les préférences individuelles. Donc sans rentrer dans les détails, la fonction d'utilité collective est soit incohérente, soit imposée par un ou quelques-uns à tous. En fait, c'est une impossibilité logique. D'accord. Et c'est lié au paradoxe de Condorcet, ça? Alors, c'est lié au paradoxe de Condorcet, mais c'est une extension parce que le paradoxe de Condorcet touche à une situation assez précise. Ouais. Qui est, par exemple, dans une situation où les électeurs ont le choix entre trois possibilités, A, B ou C, il se peut qu'on ait à l'arrivée quelque part une fonction d'utilité circulaire. On va se retrouver à A préféré à B, préféré à C, qui est préféré à A. Ouais. Donc il y a une vraie incohérence et c'est à peu près inextricable. On n'a pas de propriété de transitivité. Ok. Donc, si je comprends bien, l'un de leurs arguments, en tout cas, et celui que tu as choisi de présenter, c'est que effectivement, on peut et on doit voir une certaine utilité au fait que l'État, une fois qu'il a prélevé les impôts, il s'en sert entre autres pour faire construire des routes, etc. Une route que beaucoup de gens vont utiliser. Et donc là, il y a une conséquence positive, quoi, qui est cette route. Mais l'argument des auteurs, c'est de dire que ok, c'est très bien, il y a une conséquence positive, mais peut-être que en l'absence de ce prélèvement et de cette action étatique, il y aurait des choses qui se mettraient en place par les actions non contraintes qui seraient éventuellement même supérieures. Ok. Et ça, c'est difficile à savoir ce qu'il en est empiriquement, quoi, parce que justement, il n'y a pas tellement de comparaisons empiriques faisables. Enfin, il y a certains domaines où on peut le faire. Il y a les exemples classiques historique. Historiquement, en fait, il y a quand même quelques observations qui sont faites. Oui. Après, elles sont. Il n'y a pas beaucoup de données, donc c'est assez difficile à généraliser. Et il faudrait plus de données pour ce sujet. Tout le problème de tenter de réfuter l'utilité de l'intervention de l'État, c'est la statistique. Étant donné que l'État, quelque part, est un invariant, il est très difficile d'avoir des données empiriques pour montrer que ça peut se passer mieux sans. Mais en tout cas, dans d'autres domaines que la route ou la justice ou la défense, je pense quand même que là, on commence à avoir certaines données pour montrer que l'économie de plan, du moins vraiment l'économie planifiée dans son entièreté, est quand même une catastrophe. Ouais. Oui, là, je pense que oui. Après, on peut toujours dire que il n'y a pas de données. Oui, mais on peut dire qu'il n'y a pas de données toutes choses égales par ailleurs, quoi. C'est-à-dire que personne n'a lancé des simulations ultra réalistes et détaillées. Il n'y a pas eu, si tu veux, enfin, en tout cas, peut-être dans un univers parallèle, mais il n'y a pas eu de le même pays qui a évolué en parallèle avec des systèmes économiques
Enfin, Oui, je vois ce que tu veux dire. différent. Mais bon, après, il y a... Bon, On contrôle pas très bien les paramètres, quoi. Ceci dit, oui, il y a des motifs qui reviennent, c'est certain. Les exemples classiques, c'est comparer l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est après la guerre. Oui. Comparer la Corée du Nord et la Corée du Sud. Ou le Chili et le Venezuela. Ou même temporellement, la fin d'une dictature communiste, par exemple, montre en général qu'il y a une forte augmentation de la qualité de vie. Il y a cette phrase de Steven Pink dans son bouquin, le dernier, Enlightenment Now, où il dit que Mao a fait plus que tout autre... Enfin, je sais plus quelle est sa formulation exacte, mais on peut le reformuler par « il a fait plus que toute autre personne pour la lutte contre la pauvreté dans le monde. Par un seul acte simple, il est mort. » Et par là même, le Parti communiste chinois, qui reste au pouvoir, a quand même introduit des assouplissements par rapport à la doctrine marxiste et planiste, qui ont fait que, effectivement, des centaines de millions de Chinois sont sortis de la pauvreté en quelques décennies. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Dans beaucoup d'autres pays l'Inde, qui était aussi, enfin à moindre mesure, mais aussi sous forte influence socialiste pendant longtemps, sort de la pauvreté, sans parler des nombreux pays africains dont les dictateurs autocrates socialistes étaient parfois passés par les universités européennes. Mais tout comme Mao d'ailleurs. N'est-ce pas? Bref. Ok, écoute, est-ce qu'il est temps d'en venir au paradoxe du masochiste et à l'explication que les auteurs en donnent? Bon, ça a été un petit peu long, mais là, il y a encore, je pense, une pierre à poser avant de parler du paradoxe du masochiste. Il y a justement la description de la révolte fiscale. Ouais. Donc, comme je le disais en introduction, il y a une distinction plus ou moins nette entre une révolte et une révolte fiscale. Donc la révolte comporte toujours une dimension dite exogène, étant donné qu'il y a une volonté de remettre en cause et de renverser le système. Donc il y a plusieurs types de révoltes. Il y a le coup d'État, par exemple, le coup de majesté, l'insurrection, la mutinerie, la jacquerie. Une révolte peut se faire au nom de la condition dans laquelle on vit, contre la ségrégation, pour l'indépendance, contre la colonisation, contre l'oppression religieuse. Il y a aussi des révoltes réactionnaires, pour les qualifier comme ça, qui, par exemple, pour le rétablissement d'un régime autoritaire, etc. Bon, il y a aussi d'ailleurs le corollaire de la révolte pour se libérer du totalitarisme. La révolte peut concerner n'importe quel type de population, quel que soit le sexe, l'orientation sexuelle, la couleur de peau, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut toucher n'importe qui, n'importe où. Un des types de révolte les plus fréquents, ça semble être la révolte fiscale, lorsque les prélèvements sont ressentis. Parce que là, j'insiste sur le mot ressenti, on va le voir, parce qu'il est important justement pour le paradoxe du masochiste. Ouais. Donc, quand les prélèvements sont ressentis comme étant insupportables par trop de contribuables, parce que le nombre compte aussi, le nombre de personnes touchées. Et une question à se poser dans ce cas, c'est quand on est proche du point de rupture, c'est la stratégie qui peut être adoptée. Parce qu'on peut aussi essayer d'envisager plutôt qu'une stratégie exogène, une stratégie endogène. Une stratégie endogène, ça serait d'essayer de faire évoluer le système de l'intérieur. Quand on voit que la situation commence à se nécroser dans un pays, par exemple, on peut commencer à se dire qu'il faudrait peut-être changer 2-3 choses et réformer tout simplement. Comme ça a été fait par Margaret Thatcher, par Gerhard Schröder, ou dans les années 80 en Suède. Voilà. C'est ce que certains appelleront le néolibéralisme. C'est ça, oui. Je sais pas si on peut qualifier ça... Non, enfin ça, bon, on va pas se lancer là-dedans. Oui, mais bon, bref. En tout cas, concernant ces stratégies, dans les deux cas, exogènes ou endogènes, il y a évidemment des avantages et des coûts, quoi.
Mhm. Le désavantage évident de la stratégie endogène, c'est de cautionner un système qui peut en fait aller encore beaucoup plus loin dans la destruction de richesses et l'interventionnisme. Et l'autre désavantage concernant la stratégie exogène, là c'est vraiment plus évident, c'est le recours à la violence et les possibles torrents de sang. Mhm. Voilà. Et maintenant, on peut se demander quelle est la limite à partir de laquelle la stratégie endogène est préférée à la première. On peut se demander quel est le point de rupture, en fait. Mhm. En 2013 ou 2014, quand le bouquin a été écrit, les auteurs considéraient que la France était déjà entrée dans une période pré-révolutionnaire où la question devait se poser. Et là, je pense qu'on est obligé d'en parler, mais les événements actuels tendent un petit peu à leur donner raison, quoi. Ouais. Donc, je vais me garder de faire une prédiction, mais la stratégie endogène a même été laissée semble être laissée de côté, quoi. On n'a pas vraiment vu de réforme. On sait qu'il y a un problème, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait des réformes en cours. Ouais. Mais le problème ici, ce serait la trop grosse, le trop gros interventionnisme de l'État dans la vie économique, les prélèvements en particulier. Oui, de toute façon, il y a des pans entiers de la société et de l'économie qui aujourd'hui dépendent de la redistribution étatique et de l'intervention de l'État. Donc là, le problème, c'est un peu la transition, si tu veux. C'est un peu... Il y a en fait, c'est simplement de l'inertie, quoi. Ok. Il y a trop d'enjeux pour que... Il y a trop de risques à prendre du point de vue d'un politicien, enfin d'un homme de l'État pour aujourd'hui, peut-être pour tenter quelque chose. Après, je suis pas dans la tête de nos politiciens, mais je sais pas comment ils voient la chose. Déjà, je pense que, si j'écoute ce qu'ils disent, c'est peut-être naïf, mais je pense qu'il n'y a pas une majorité qui considérerait que c'est un problème que l'État ait un très grand rôle dans la vie des gens. C'est pas une majorité. Quand j'écoute ce qu'ils disent, en général, ils affectent ou en général, ils sont sincères dans le fait de noter que il y a certains griefs qu'une partie de la population peut exprimer. Et souvent, quand même, leur réflexe, c'est de dire si vous me donnez le pouvoir, j'utiliserai la force de l'État pour résoudre votre problème. Oui, c'est un peu quelque part, ça rapproché de la pensée magique. Beaucoup de Français, du moins, sont devenus dépendants à l'intervention de l'État et n'imaginent pas pouvoir vivre sans cette intervention. Peut-être. Ouais, en tout cas, je vois ça vraiment comme une dépendance très forte. Il y a je pense que c'est vraiment une forme d'infantilisation. Oui. Je l'avais dit tout à l'heure, à l'heure actuelle, l'État français prélève en moyenne à peu près 50% du salaire des citoyens. Et pour le ventiler dans l'administration, la redistribution, les syndicats, des associations ou même les monopoles d'État, comme la santé, les retraites, les transports, l'instruction, etc. Moi, il y en a beaucoup, je vais pas tous les citer. Et plus précisément, je peux donner des chiffres, c'est que d'un côté, les taux de prélèvement obligatoires ils sont à peu près de 48%. En France, ces 48% n'incluent pas la TVA, qui vient s'ajouter ensuite. Ces pourcentages sont, que je le répète, pris par rapport au PIB du pays. Et la dépense publique, c'est 57% du PIB du pays. Donc, c'est-à-dire que plus de la moitié de l'économie de la France est en fait une économie d'État. On est assez loin des fantasmes et l'ultralibéralisme de certains, mais... C'est ce que j'allais dire. J'avais posé la question à Daniel Tour pour savoir si... c'est ce qu'on entend quand même relativement souvent. Enfin, je suis un peu moins maintenant les médias français, mais il me semble que quand même, quand on consulte la presse, on entend souvent des gens affirmer que nous sommes à l'ère de l'ultralibéralisme. Je ne sais pas si c'est de la mauvaise foi ou de l'ignorance, sûrement un peu des deux, mais disons que quand on regarde froidement les chiffres, on en est quand même assez loin.
Et bon, souvent on fait la différence entre ce qui est prélevé par l'État et dépensé par l'État, mais en réalité c'est plus ou moins la même chose, étant donné que bon, il y a une petite différence entre les deux, et la différence c'est la dette qui gonfle. Sauf que cette dette, c'est un impôt sur les générations futures et sur le futur, quoi. Donc, et d'une façon ou d'une autre, une dette est payée. Si elle n'est pas payée dans les règles, elle sera payée par la perte totale de confiance, et qui peut être dramatique et causer un grave effondrement. Surtout qu'aujourd'hui, en plus, les obligations de dette se retrouvent partout, et toute l'économie du pays, ou presque, est dépendante de la dette de l'État. C'est un peu... Bon, c'est pas rentrer dans les détails financiers, mais... Donc voilà. Juste pour clarifier, en fait, la différence entre les recettes et les dépenses publiques, c'est le déficit, mais quand on somme ou on intègre le déficit sur le temps, ça donne la dette. Tout à fait. Avec les intérêts pris en compte, quoi. Ok. Donc pour décrire un petit peu la situation, début 1900, on était à peu près à 10% du PIB en prélèvement, et aujourd'hui, on est... on va dire 50%. Et ce qu'on a observé, c'est que plus la fiscalité a augmenté, plus les prélèvements fiscaux ont augmenté, et moins les révoltes fiscales ont été nombreuses et violentes. C'est donc le fameux paradoxe du masochiste. Et je vais maintenant donner l'analyse des auteurs pour expliquer ce paradoxe. Là, c'est de mon point de vue d'ailleurs la partie la plus intéressante du livre. Ils basent leur analyse sur la théorie des choix publics. Pour expliquer un petit peu ce que la théorie des choix publics, c'est un outil de l'économie qui est destiné à analyser le comportement des électeurs, des fonctionnaires, et des hommes d'État et des politiciens. Elle fait donc entrer la politique dans le champ économique, et pour tout simplement étudier le marché politique, étudier la politique sous l'angle du marché. Donc, comme il existe un marché, par exemple des marchés financiers, un marché des idées, comme le décrit Gerhard Bronner, par exemple. Marché cognitif, ou un marché sexuel. Là, je parle pas de la prostitution, je parle vraiment de... Je parle de la valeur sexuelle que les individus se donnent les uns aux autres, ce qui fait simplement l'attirance, quoi. On est plus attiré par certaines personnes que par d'autres. Le fait d'avoir plusieurs personnes intéressées par une personne fait monter la valeur de cette dernière personne, etc. Bon, c'est des mécanismes naturels, mais c'est un marché, quoi. Il y a quelque part une offre et une demande. Donc là, l'idée du choix public, de la théorie des choix publics, c'est de voir donc la politique comme étant un marché où les politiciens vendent des privilèges à des parties de la population que d'autres parties payent, et pour ça, ils segmentent leur marché. Donc il y a plein de stratégies de segmentation de marché électorale. Les électeurs achètent des privilèges par le vote. En permettant évidemment aux politiciens de gagner en prestige social, en rémunération, etc. Donc le politicien a aussi son intérêt. Et ces stratégies forment ce qu'on appelle des coalitions dépensières et des coalitions économes. La coalition dépensière, ça sera la coalition qui est en demande de privilèges, que ce soit une demande de protectionnisme, tout simplement fermer son domaine d'activité aux autres, comme un numerus clausus, des licences de taxi, enfin, je sais pas, ou des taxes à l'importation, ça peut être des subventions, tout simplement. Enfin, voilà, il y a plein de façons d'obtenir des privilèges. Et les coalitions économes, ce sont constituées des personnes contre qui ces privilèges vont être institués. Ce sera eux qui vont subir les effets de ces privilèges ou les payer. On peut remarquer un truc, c'est que le fait que les politiciens segmentent le marché fait que, en général, la coalition dépensière a toujours plus intérêt à former cette coalition que la coalition économe. La coalition dépensière va toujours gagner potentiellement plus que ce qu'elle va dépenser en temps et en énergie pour manifester, s'assembler, faire du lobbying, que ce qu'a potentiellement à perdre la coalition économe par rapport à ce que va lui coûter aussi le fait de se coaliser.
C'est ce qui fait d'ailleurs que les États démocratiques ont toujours tendance à grossir de plus en plus. Les coalitions dépensières gagnent toujours la bataille démocratique. Mhm. C'est-à-dire que les privilèges des uns vont être dilués dans les intérêts des autres. Les autres ont un intérêt qui est beaucoup plus dilué. D'accord. Voilà pour la théorie des choix publics. Ouais. Et la partie explicative du livre commence donc sur la recherche du compromis entre les spoliateurs et les spoliés, qui donne l'exemple de la préférence quasi universelle pour des êtres humains pour ce qu'on appelle les bandits sédentaires plutôt que pour les bandits nomades. Mhm. Les bandits nomades font des razzias et volent l'intégralité des ressources. Et si jamais ils en laissent une petite partie aux spoliés, ces derniers peuvent s'organiser pour répondre à la prochaine attaque. Mhm. Alors que pour les bandits sédentaires, il y a une recherche de compromis qui est faite. Mhm. Et quel est ce compromis alors? Là, le compromis, c'est que on a en moyenne une aversion à la violence. Donc les uns et les autres vont essayer de recourir le moins possible à la violence. Pour pérenniser leur rente, les bandits sédentaires ne vont pas tout prendre, mais laisser une partie de leurs ressources aux spoliés. Mhm. Ce faisant, déjà, ils sécurisent leur prochain revenu et ils évitent le soulèvement, donc la violence. Mhm. Donc, on peut donner, il y a un exemple, c'est l'exemple des mafias qui... Ouais. Les bandits sédentaires ont aussi intérêt à améliorer leurs relations avec les spoliés. Mhm. Ils vont, par exemple, leur offrir des biens et des services en retour du racket. C'est par exemple le cas des mafias qui vont offrir leur protection aux commerçants. Mhm. Donc la pire situation, c'est toujours évidemment le conflit. C'est la plus coûteuse pour les deux côtés. Et donc ça pousse les deux bords à faire un compromis. Le spoliateur ne peut pas prendre tout ce qu'il aurait aimé prendre. Mhm. Et le spolié ne donne pas aussi peu qu'il le voudrait. Mais on a pu voir que dans le cadre des États, les prélèvements augmentaient de plus en plus et la violence diminuait. Donc peut-être essayer maintenant de comprendre ce phénomène, c'est que je précise aussi qu'il n'y a pas de complotisme là-dedans, hein, c'est un processus d'adaptation qui est un peu lent et qui évolue par tâtonnement. Et donc, par essai-erreur, l'État s'adapte un peu, comme un organisme s'adapterait à son environnement, quoi, pour récupérer toujours plus de ressources. Et l'État, c'est juste une structure qui a des propriétés émergentes, mais à la base, il y a toujours des individus qui composent cette structure et des individus comme les autres, quoi, qui sont des personnes qui cherchent à maximiser leurs intérêts, leurs ressources. Donc il y a plusieurs stratégies en fait pour maximiser ces ressources. La première stratégie, c'est comme dans le cas d'une mafia, ça consiste à faire du donnant-donnant. Par exemple, en assurant la sécurité et en offrant des services monopolisés, évidemment, pour l'État a aussi intérêt à éliminer la concurrence pour vendre ses services. D'ailleurs, par contre, c'est intéressant, ça change de ce que beaucoup d'économistes disent, et surtout des économistes libéraux, c'est que les hommes d'État ont aussi intérêt à ne pas fournir des biens et des services qui sont de trop mauvaise qualité. Parce que pour éviter le soulèvement, ils doivent justifier au mieux les prélèvements. Ah ouais, ça paraît... Ouais. C'est ce qui explique que, même si beaucoup de services publics se dégradent, mais que beaucoup de services publics sont quand même d'assez bonne qualité. On ne parle pas du prix, évidemment, ils sont très chers, mais ils ne sont pas non plus... tout n'est pas catastrophique comme beaucoup le disent par mauvaise foi, quoi. Il y a une autre stratégie, c'est ce que l'économiste Pierre Lemieux nomme les minables pots de vin, qui consiste en fait littéralement à acheter les électeurs par de l'argent public. C'est la fameuse redistribution. Pour éviter les soulèvements, on redistribue un peu d'argent qu'on a pris auparavant. Donc ça peut être des subventions, des aides, etc. Et le corollaire de ces pots de vin, c'est d'ailleurs l'utilisation des frustrations sociales et de l'envie de certaines personnes, des groupes de personnes, pour taxer des groupes impopulaires. Donc, on peut donner l'exemple des financiers, des entrepreneurs, des riches. Le philosophe Robert Nozick parle d'ailleurs à ce sujet de mise en esclavage des riches. C'est un propos qui peut paraître polémique, mais surtout avec les termes qu'il utilise, mais
si on considère l'esclavage comme étant la récupération du fruit du travail d'une personne par la violence, ça fait sens. Ouais. Parmi les autres stratégies, il y a la création de structures d'entente entre les États, comme par exemple l'Union européenne, qui tend à favoriser l'entente sur la fiscalité. Et en fait, ça permet de diminuer la concurrence fiscale. Un des mécanismes qui permet d'équilibrer la montée de la fiscalité, c'est ce qu'on appelle le vote avec les pieds, c'est l'exil. Ouais. Donc l'exil fiscal ou tout simplement le départ des personnes physiques du pays pour aller vivre dans un pays avec une fiscalité plus faible. Et cette entente permet d'uniformiser la fiscalité et évidemment ça diminue aussi l'exil. C'est quelque chose qui est considéré comme illégal et même assez grave quand les entreprises font ça, quand elles s'entendent sur les prix. Oui. Enfin, il me semble, non, que c'est considéré comme... Oui, tout à fait, c'est considéré comme étant illégal, mais c'est l'État qui écrit les lois, quoi. Ouais, non, mais j'entends bien. Mais effectivement, le parallèle est saisissant. Ok, je te laisse poursuivre. Il y a une chose qui compte aussi beaucoup, c'est que la perception de spoliation par le spolié compte énormément. Et donc il y a... les économistes appellent ça l'illusion fiscale. Et beaucoup de taxes et d'impôts sont masqués et payés en toute ignorance. Par exemple, là je vais donner plusieurs exemples, il y a les charges patronales. Eh oui. On dit qu'elles sont des charges patronales, mais le patron ne les paye que s'il emploie quelqu'un. Donc quelque part, c'est une partie du salaire de l'employé qui part. C'est une taxe sur ce que doit gagner le salarié. Le prélèvement à la source, c'est aussi une mesure qui va favoriser l'augmentation des prélèvements. On dilue les prélèvements sur toute l'année, et ce n'est plus le contribuable qui aura à s'acquitter directement de l'impôt, c'est l'entreprise qui va le faire pour lui. Le salarié a tendance en général à ne regarder que ce qu'il le touche et pas ce qui est perdu entre l'employeur et lui-même. Il y a aussi la création monétaire qui est un impôt indirect. En fait, la création monétaire, c'est un transfert de richesse dont les bénéficiaires sont ceux qui sont les plus proches de la source. C'est-à-dire que la Banque centrale va créer une certaine quantité de monnaie qui va bénéficier en premier lieu à l'État. Et plus on s'éloigne de cette source, et en fait plus on y perd. Parce que on ne crée pas la richesse ex nihilo. La monnaie, c'est une abstraction de la richesse. Donc, si on augmente la masse monétaire, on n'augmente pas la richesse. Mais par contre, ceux qui ont récupéré une partie de la monnaie créée, ce sont ceux qui vont s'enrichir. C'est un transfert de richesse. Donc c'est une forme de vol. Oui. Il y a forcément un mécanisme de dévaluation au moins implicite dans le fait d'imprimer comme ça de la monnaie, si je comprends bien. Oui, et l'État n'aimant pas la concurrence interdit déjà de battre monnaie et ensuite de créer de la fausse monnaie. Une autre stratégie, c'est la complexité et l'instabilité fiscale. Alors là, tiens-toi bien parce que là, je vais parler un petit peu de la fiscalité française. Entre 2000 et 2000, là je cite le livre. Entre 2000 et 2008, 32 dispositifs fiscaux ont été créés et 20 ont été supprimés en moyenne chaque année. La documentation publiée par l'administration, ou doctrine administrative, se compose aujourd'hui de près de 35 000 pages réparties en 5 000 documents. Le problème est que, chaque année, l'administration publie en moyenne 200 nouvelles instructions, le tout pour un volume de plus de 2000 pages, qui viennent s'ajouter ou modifier la doctrine existante. En tant que contribuable, comment tu veux t'y retrouver ? C'est rigoureusement impossible. Et en fait, la complexité fiscale, ça évite la contestation. Quand tu te retrouves face à une espèce de jungle de documents, si t'es pas un vrai spécialiste et que tu passes pas vraiment ton temps à éplucher ces documents, tu peux difficilement faire valoir tes droits. J'ai entendu dire, alors je sais pas si c'est vrai d'ailleurs, mais ça paraît raisonnable a priori. Mais je sais pas si les auteurs du livre en parlent. Mais plusieurs fois, j'ai vu des arguments ou des arguments plus ou moins logiques a priori. Donc après, je sais pas si
s'y tiennent en pratique, mais selon lesquels une fiscalité lourde et complexe nuit bien davantage aux gens qui ont des revenus de classe moyenne plutôt qu'aux gens très riches, qui sont souvent les gens qui sont visés par les fiscalités un peu dures et aussi qui sont souvent un petit peu l'objet du ressentiment de ceux qui peuvent se liguer dans ces coalitions spoliatrices, n'est-ce pas? Mais justement, les gens qui ont des revenus très élevés peuvent se payer les services de comptables, d'avocats. De cabinets d'avocats fiscalistes. Voilà. Oui, tout à fait. Ils vont leur permettre d'optimiser, n'est-ce pas, leur fiscalité, comme on dit. Exactement. Effectivement, les auteurs en parlent, et même ça va même un peu plus loin, c'est que là, les auteurs citent le livre d'un ancien on va dire un fonctionnaire percepteur d'impôts. Il cite un petit peu des passages du livre de cette personne où il est expliqué que le fisc, on apprend aux fonctionnaires du fisc à concentrer les efforts de recouvrement sur les classes moyennes et non sur les personnes aisées. Le fisc passera beaucoup plus de temps à essayer de récupérer de l'argent sur des personnes aisées, parce qu'on aura du répondant en face, des cabinets d'avocats, etc., plutôt que sur une personne de la classe moyenne qui n'aura pas les moyens de se défendre, qui n'aura pas le temps de se plonger dans les textes, qui sont de toute façon trop compliqués, et qui n'aura pas les moyens de se payer les services d'une personne spécialiste. Et ça se vérifie en pratique? Ça se vérifie effectivement en pratique, oui. Ouais. Donc, là, ça paraît un peu péremptoire, mais il y a effectivement des chiffres sur les contribuables qui sont l'objet de redressements fiscaux, par exemple. Ok. En fait, quand on met bout à bout toutes ces stratégies et ces mécanismes, on comprend pourquoi la pression fiscale a pu augmenter à ce point en évitant la révolte. C'est tout un tas d'adaptations qui sont faites par les États, et en particulier par l'État français. Et l'État se protège par le monopole de l'écriture du droit et le monopole de la violence, et il répartit au mieux les prélèvements en les masquant et en isolant chaque contribuable dans une niche fiscale. Donc en plus, il y a des niches fiscales qui sont créées pour presque chaque catégorie de personnes suivant leurs activités. De sorte que on donne un petit peu à une personne en disant tiens, je te donne un privilège pour y entretenir l'illusion fiscale d'être un privilégié, mais jamais on ne voit tout ce qui est pris à côté. Et d'un autre côté, on stimule et on cristallise l'envie de certains groupes contre d'autres. Ok, est-ce que on essaie de conclure en parlant, si on arrive à dire des choses pas trop bêtes, des gilets jaunes? Tu penses que il est temps de... Oui. Ouais. Donc, alors bon, moi je suis ça depuis l'étranger et je lis, comme je disais, un peu moins qu'avant la presse française, surtout les actualités comme ça, au jour le jour. Ça stimule moins mon intérêt. Mais dans quelle mesure est-ce qu'on peut lire ces mouvements comme étant ce que Fleury et Schweitzer appellent une révolte fiscale, dans la mesure où effectivement, initialement, il me semble avoir compris que ces mouvements étaient nés, ou en tout cas, d'après ce qui était dit, une augmentation des taxes ou d'une nouvelle taxe, enfin peu importe les détails, mais in fine, une augmentation des taxes sur l'essence à la pompe pour les particuliers, ou les carburants en général. Donc c'était là, pour le coup, un mécontentement face à une augmentation de taxes. Mais on a vu, en tout cas j'ai cru voir par la suite que il y a parmi certaines revendications qui ont été faites, pas mal de revendications qui vont plutôt dans un sens d'augmentation du rôle de l'État, notamment pour les services publics. Et à tel point que voilà, si on veut critiquer le mouvement, au moins sur cet axe-là, c'est pas très compliqué. On peut juste dire que
d'un côté, ils veulent moins d'impôts et de l'autre, ils veulent plus de services publics. Donc, du coup, ça marche pas, quoi. Mais voilà, donc je sais pas trop ce qu'on peut en dire par rapport à la révolte fiscale. Déjà, plus de services publics, plus de trucs gratuits quelque part et moins d'impôts. C'est un peu ce que disait Frédéric Bastiat. L'État, c'est cette grande fiction à travers laquelle tout le monde s'efforce de vivre aux dépens de tout le monde. Ouais. Et là, on peut le voir, c'est que c'est moins d'impôts pour moi, plus pour les autres. Rétablissez l'ISF, par exemple. Au début, je pense qu'on peut appeler ça une jacquerie. C'est un cri de douleur contre des taxes, contre l'impôt. Ce qui en ressort, c'est que les griefs ne sont en majorité pas contre l'État, mais plus contre les autres. C'est pas une révolte fiscale au sens où, comme a pu l'être la Révolution française ou même la Révolution américaine, puisqu'elle débouche non pas sur la remise en question de l'État, mais sur plus de sollicitation de l'État. Ouais. Et ça, vraiment, je pense que c'est là que ce bouquin expose quelque chose qui est assez pertinent. C'est que les individus sont devenus tellement dépendants de l'État, l'État est devenu tellement central dans la vie des individus. Ouais. En majorité, les individus n'imaginent pas leur vie sans cette intervention. Il y a aussi un autre mécanisme, je pense, qu'on a pu voir avec les Gilets jaunes, c'est que à l'origine, il y a des individus qui se sont coalisés, sont des individus plutôt de classe moyenne. Les classes laborieuses. Oui. On peut dire classe moyenne inférieure, classe populaire. Je crois que c'est ce que tu essaies de dire, mais c'est aussi ce qui m'a semblé d'après. Oui. Et ce qu'on a observé, c'est que peu à peu, les personnes, c'est mon analyse, mais il faut que je creuse un petit peu plus la question, c'est que les personnes qui avaient seulement des revendications contre l'impôt ont progressivement déserté le mouvement, et il reste un noyau dur de personnes qui demandent plus d'intervention de l'État, donc quelque part une coalition dépensière. On a presque vu le début d'une formation de coalition économe, mais, si je peux dire ça comme ça, sans biais d'intentionnalité, l'État a gagné, puisqu'il ne reste qu'une coalition dépensière. Bon, à creuser. Faut que je réfléchisse plus à la chose, mais en tout cas, c'est intéressant à observer. Ou alors, c'est une coalition économe qui veut devenir dépensière. Il y a un truc à préciser, c'est qu'en théorie des choix publics, on parle de coalition économe et de coalition dépensière, mais un individu peut appartenir à une coalition dépensière et à des coalitions économes. C'est comme ça qu'on a vu d'ailleurs l'État devenir une espèce de machine à redistribution d'argent dans tous les sens. C'est-à-dire que des personnes donnent beaucoup, mais en même temps reçoivent beaucoup, etc., etc. On a tous des intérêts qui sont très, très différents et beaucoup de personnes cherchent à obtenir des privilèges à certains endroits, dans certaines activités, certaines subventions, etc. Ce sont des flux qui vont dans tous les sens. Oui, certaines, c'est clair. Et d'ailleurs, de cette façon-là, l'État auto-justifie son existence. C'est-à-dire que beaucoup d'individus n'imaginent même plus leur vie sans ces flux. Et c'est une justification de l'existence de l'État dans la tête des gens, alors qu'on pourrait imaginer pouvoir vivre simplement en gardant le fruit de notre travail. Bon, après, il y a différentes visions qui s'opposent entre l'État régalien qui aide éventuellement les plus démunis, d'autres qui veulent seulement un État régalien ou pas d'État du tout. Ok. Ça, c'est encore évidemment une vaste question. Il n'est pas question d'explorer ici. Oui. Mais ok. Moi, je propose qu'on s'arrête là, sauf si tu avais encore autre chose à rajouter. Non, c'est bon, j'ai fait le tour du livre. Super. Écoute, merci Arnaud. Merci d'avoir écouté Liberté Académique. Nous sommes un podcast science, esprit critique et liberté. Nous interviewons des chercheurs, enseignants et auteurs ayant des idées intéressantes et qui défendent la pensée libre, rationnelle et empirique. Nous luttons à notre niveau contre un certain anti-intellectualisme d'une partie de la classe intellectuelle. Nos interviews se font en français ou en anglais. Vous
pouvez retrouver tous les épisodes de Liberté Académique sur YouTube et sur SoundCloud, ainsi que sur les principales plateformes de podcasting comme iTunes, Stitcher et plusieurs autres encore. Liberté Académique est également présent sur Twitter @acadfreedom et sur Facebook.